Donc maintenant, on va donner la parole à des industriels qui utilisent du recyclé et qui fabriquent, enfin, qui utilisent aussi des emballages intégrant du recyclé et des emballages qui sont recyclables. Donc on va commencer avec Arnaud Mitlet, qui est responsable des affaires publiques et réglementaires sur Sanma. Merci. Bonjour à tous. Donc après tout ce qu'on a vu et tous les éléments déjà qu'on a pu obtenir sur l'ensemble des plastiques, aujourd'hui je vais vous présenter Source Alma. Vous connaissez certainement mieux Cristalline, qui est une des marques phares du groupe. Donc Source Alma, c'est une société familiale française qui existe depuis plus de 70 ans en France et qui est spécialisée dans l'eau en bouteille, donc que ce soit les eaux de source ou les eaux gazeuses. Donc pour vous présenter un petit peu l'activité, on a 35 sites d'embouteillage en France avec une répartition territoriale sur un peu plus de 25 départements. Donc, on couvre quand même une bonne partie du territoire et les sources cristallines sont présentes partout en France. Donc, vous trouverez de la cristalline partout et souvent, vous aurez une source avec un nom différent. C'est pour représenter les territoires et on a une livraison qui est faite à moins de 200 km. Donc, on a aussi cherché, et c'est là l'objectif de l'entreprise, d'optimiser la logistique, tout comme on a pu optimiser nos emballages, ce que je vais vous présenter après. On est actif également en Europe avec 47 sites au total pour l'entreprise, plus de 2000 salariés. Donc, comme je vous disais, on a un portefeuille d'eau de source et d'eau minérale et on a des enjeux environnementaux qui sont très présents puisqu'on traite du plastique, que la bouteille est aujourd'hui le symbole un peu des questions plastiques et notamment du recyclage et de la collecte, comme ça a pu être présenté en amont. Donc, au-delà d'être un embouteilleur, on est aussi un recycleur. Et donc ça, c'est le cas depuis 2009. Donc, ça fait plus de 12 ans avec notre première unité de recyclage qui a été décidée par notre fondateur avec un investissement en fonds propres. Donc, à cette époque-là, comme on le disait, on ne parlait pas vraiment de recyclage, on ne parlait pas encore de recycler ou de collecte ou de réincorporation. Donc, c'était vraiment une volonté de l'entreprise d'être moteur et d'avoir conscience de sa responsabilité et donc d'aller chercher de la matière à recycler pour la réincorporer dans les bouteilles. Alors effectivement, à ce moment-là, on ne communiquait pas vraiment dessus, ce n'était pas demandé, ce n'était pas forcément compris, mais c'est quelque chose qu'on a cherché à développer en plus de 12 ans. Donc aujourd'hui, ça nous permet d'avoir dans nos formats, dans nos grands formats, plus de 25% de RPET sur l'ensemble de nos marques. On a plus de 5 ans d'avance sur la réglementation, puisque c'est à partir de 2025 qu'on devra avoir 25% de RPET et 2030, 30%. Donc on a aussi des objectifs qui sont européens et retranscrits en France, qui sont liés à la collecte, puisque comment on réintègre si on ne collecte pas, ce qui a été présenté notamment par Citeo. Donc demain, nous, sur les bouteilles, on devra collecter 77% en 2025. Aujourd'hui, on est à 59% sur les bouteilles, ce qui est déjà bien, puisque c'est l'emballage plastique le mieux collecté, le mieux recyclé en France. Et en 2029, on devra être à 90%. Donc, vous voyez l'écart qui nous différencie de la situation actuelle. La collecte permettra en tout cas d'augmenter la réincorporation de matière. Donc, pour vous faire un état des lieux de ce qu'on a pu mettre en place chez Cristalline, on n'a pas uniquement cherché à faire de la réincorporation de matière. L'éco-conception, elle se fait sur l'ensemble de l'emballage. Donc, on a choisi Evian qui permet de représenter le marché, l'état du marché. Savoir que voilà, sur une même quantité, on a une même quantité de matière vierge incorporée dans les bouteilles. Et en absolu, pour autant, quand on vient parler d'Evian avec 50% de matière recyclée, le consommateur va peut-être favoriser les marques qui incorporent davantage, alors même que sur le marché, en absolu, ils mettent beaucoup plus de plastique, ou en tout cas, en termes de plastique vierge, on a la même quantité. Donc nous, ce qu'on a cherché à faire, c'était vraiment travailler sur l'ensemble des aspects de l'emballage, donc que ce soit la bouteille, donc en réduisant le poids. Donc aujourd'hui, Cristalline, c'est la bouteille la plus légère du marché, avec 19 grammes, soit à peu près 28% de plastique en moins utilisé par litre embouteillé que sur le reste du marché. Et pour savoir, Cristalline, c'est un peu le moteur de l'ensemble de l'entreprise. Donc, toutes les innovations qui sont faites sur Cristalline sont ensuite déclinées sur l'ensemble de nos marques, ce qui nous a permis, sur les 11 premières marques du marché, les 6 plus légères sont chez Source Alma. Et la plus légère étant Cristalline, en plat et en gazeux. De même, sur le petit format, on a optimisé, on est à 8 grammes aujourd'hui, contre des bouteilles qui, sur le marché, sont à 14 grammes. Donc, on voit qu'il y a une réelle différence, en tout cas, en termes d'éco-conception et d'appréhension de l'emballage. Au-delà de la réduction et de la maîtrise de la matière, on a cherché aussi à faciliter la recyclabilité de nos produits pour faire une boucle circulaire de bouteille à bouteille. Donc, les colorants verts du type vert qui étaient difficiles à recycler pour faire du bouteille à bouteille, qui partaient souvent dans ce qu'on appelle du décyclage, donc vers d'autres industries, type pour faire des tableaux de bord, de la polaire ou autre chose.
on a décidé de les retirer sur l'ensemble de nos marques. Et on a, dans le même temps, par exemple pour la marque Vernière, on est passé en 100% RPET. De même, sur les colorants bleus, soit on les a retirés complètement, soit sur d'autres marques, pour ne pas non plus trop perturber le consommateur, puisqu'il faut un temps d'acceptabilité sur l'ensemble de ces changements. On fait de l'allègement sur l'ensemble des marques, et par exemple sur Rosanna, on va venir diminuer progressivement le colorant bleu, puisque un colorant bleu trop foncé le rend difficile en termes de recyclage derrière pour faire du bouteille à bouteille. Donc nous, ce qu'on a voulu éviter, parce qu'on a la connaissance de l'embouteillage, du traitement et du soufflage, on a aussi la connaissance du recyclage et des difficultés qui sont liées à faire du tri, de la collecte, du lavage et ensuite de la fabrication de RPET. Donc pour toutes ces choses-là, on a développé cette politique de réduction des colorants pour à terme n'avoir plus que du RPET ou du PET dans nos bouteilles. De même, j'en ai pas parlé avant, mais on a été initiateur du bouchon attaché de sa bouteille, donc qui a fait grand bruit auprès de nos consommateurs. Beaucoup nous ont dit, mais c'est quoi ce bouchon? On ne sait plus les ouvrir, on s'en met partout. Donc ça a été très compliqué, puisque avec un emballage déjà très léger, très souple, avoir un bouchon attaché au niveau de la pronation, c'était pas facile d'éduquer le consommateur à ces nouvelles méthodes. Donc ça, c'était depuis 2016, ce qui a inspiré l'Union européenne. Alors nos concurrents nous en voudront peut-être, puisque l'Union européenne l'a adopté dans sa directive de 2019, le rendant obligatoire en 2024 sur l'ensemble des bouteilles de boissons. Donc cette technologie-là, elle permet aussi de garantir que le bouchon va être récupéré, collecté et recyclé en même temps que sa bouteille. Pour vous faire une présentation voilà, des ambitions de Source Alma, donc comme je vous le disais, on est embouteilleur et régénérateur depuis 2009. Et on a poussé et on continue de pousser encore plus loin sur ces technologies-là. Donc dans le nord, à l'Équin, donc juste à côté de Lille, on a eu notre premier centre de recyclage où on récupérait de la paillette pour en faire des granulés de RPET. Puis en 2021, donc fin d'année dernière, on a innové avec notre deuxième centre de recyclage qui est lui unique, puisque c'est le seul actuellement en Europe et d'après nos renseignements et jusqu'à preuve du contraire dans le monde, à faire sur le même site de la paillette jusqu'à la bouteille. Et ce, sans transport. C'est-à-dire qu'on récupère auprès des collectivités, on achète de la matière, donc du flex, des paillettes. Sur le même site, on va venir les recycler, en faire du granulé. Ceci est transféré de l'autre côté de la cour par des canalisations pour faire, puisqu'on fabrique nous-mêmes les préformes, donc c'est l'état des bouteilles avant qu'elles deviennent leur forme finale, que vous connaissez. On va venir souffler les bouteilles, les remplir pour les marques Vichy et Ceinture en 100% RPET et les remettre sur le marché. Donc ça, c'est un modèle aujourd'hui que personne ne propose et n'a su faire, donc on en est assez fiers, qui nous permet de montrer que la circularité des bouteilles, elle est exemplaire, on sait la faire à partir du moment où on a de la collecte, qu'on a la matière disponible, et tout ça est réalisé en France, ce qui est aussi une fierté pour une société familiale française. Et demain, on aura Filao, donc Filao qui est un partenariat entre Alma et Veolia, qui se situe à Charleroi en Belgique. Donc l'usine est encore en cours de construction, qui devrait prendre fin 2023. Et donc là, on aura l'ensemble du processus. C'est-à-dire que c'était un appel à projet de FOS+, l'éco-organisme belge, qui disait on a 94% à peu près de bouteilles qui sont collectées, qu'est-ce que je peux en faire? Donc plusieurs personnes ont répondu. Nous, on est arrivé avec, comme le modèle de RoxPET à Ceinture, on est arrivé en leur disant, bah, nous, avec Veolia, ex-Suez à l'époque, du dépôt du dossier, on sait tout faire. C'est-à-dire que Suez a la technologie et les capacités, et donc maintenant Veolia, à récupérer les balles de PET, à en faire du flex, à laver. Et nous, derrière, on aura la capacité à faire du RPET, des granulés, et les réincorporer dans les bouteilles pour le marché belge. En plus, ça va faire travailler nos emplois français, puisqu'on a 5 usines qui sont frontalières à la Belgique, comme Charleroi est aussi frontalière. Donc, on aura la fabrication de bouteilles en France pour ensuite le marché belge. Et donc ça, le gouvernement belge, c'est quelque chose qu'il a su mettre en place, qu'ils ont su accepter. Ils n'ont pas eu honte de leurs bouteilles, ils n'ont pas eu honte de la matière qui est mise en marché et du produit, puisqu'il y a une connaissance aussi, il y a beaucoup de sujets sur la qualité de l'eau, etc. Donc la Belgique a dit, on collecte, qu'est-ce qu'on en fait? Et donc nous, en ayant ce principe d'économie circulaire de bouteille à bouteille, la Belgique nous a suivis et nous a accordé l'appel d'offres. Et aujourd'hui, enfin demain, en 2025, avec l'ensemble de ces 3 sites, on sera en capacité de recycler dans nos propres usines 100% de ce qu'on aura mis en marché. Donc c'est en équivalent tonnage, effectivement, parce qu'on ne récupère pas encore nos bouteilles précisément, mais en équivalent tonnage, on sera en capacité d'avoir atteint cette circularité complète sur notre entreprise. Voilà.
Merci Arnaud. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Non, on va être obligé, oui, on va être obligé de jongler parce que là, on n'a qu'un micro. Petite question toute simple en termes d'entité. C'était Roxane, c'est devenu Alba? Ça fait longtemps? Depuis 2012. D'accord. Bon, j'avais rencontré votre groupe à l'époque justement pour un projet dont je vous parlerai tout à l'heure, volontiers. Il y a des questions sur le site? Alors, juste une question par rapport à la réglementation européenne et la loi AGEC. Comment vous vous positionnez, puisque effectivement la loi AGEC prévoit la réduction de mise sur le marché de manière importante de ces bouteilles. Donc, comment vous, aujourd'hui, vous réagissez par rapport à ça et quelle est un petit peu votre stratégie? Donc effectivement, la loi AGEC prévoit de diviser par 2 le nombre d'unités de bouteilles qui sont mises en vente sur le marché français de moitié à 2030. C'est un gros enjeu pour nous, puisqu'aujourd'hui, nos unités de production sont essentiellement des petites unités. Alors, on est un groupe qui est présent sur toute la France, mais les unités de cristalline ou les autres unités, on a souvent 1 ou 2 lignes de production, ce qui pose des problématiques, puisque demain, si on doit transférer sur une autre alternative, faut changer toutes les usines. Parce qu'à savoir que les lignes de production sont monomatériaux, donc elles savent faire du PET. Si demain on doit faire du papier carton, si on doit faire du verre, si on doit faire toutes les autres innovations qui pourraient être présentes sur le marché, on n'aura pas les capacités, a priori, financières, de changer l'ensemble des sites. Et c'est le cas pour l'ensemble de la filière. Vous avez un basculement de marché aussi important, puisque si on veut garder les mêmes volumes, on devra basculer sur d'autres entités qui ne sont pas des bouteilles en plastique, ce qui est actuellement pas envisageable. Donc l'ensemble de la filière travaille dessus. Nous aussi, on travaille à des alternatives, que ce soit de la canette, soit de la brique, que ce soit du passage au verre pour certaines bouteilles. Mais la différence qu'il y a, c'est que pour couvrir l'ensemble des besoins, l'ensemble des consommations sur l'ensemble des formats, aujourd'hui, le PET, sur les dernières ACV qui ont pu être faites, c'est celui qui a le meilleur bilan carbone. Donc, il faut bien penser à savoir ce qu'on veut prioriser. Est-ce qu'on veut prioriser, je dirais, un objectif politique de dire stop au plastique avec pour symbole la bouteille? Ou est-ce qu'on veut réfléchir concrètement, puisqu'on a la stratégie nationale bas carbone, on a les objectifs du Green Deal, de la neutralité carbone en Europe à 2050? Est-ce qu'on veut faire un basculement de marché, en tout cas sur notre filière, qui induirait a priori plus d'émissions de CO2? Donc, c'est aussi les questions qu'on est en train d'essayer de répondre avec l'ensemble des acteurs de la filière et le gouvernement pour savoir ce qui sera le plus pertinent pour répondre à cet objectif de la loi AGEC. Donc, vous êtes ouvert aujourd'hui à toute innovation de matériaux qui vous permettent effectivement de répondre mieux aux objectifs de la loi AGEC? Oui, on est ouvert aux innovations. La loi AGEC a été une impulsion importante, que ce soit au niveau de la recyclabilité, du recyclage et des investissements. Mais demain, pour un industriel, changer toute sa ligne de production, on ne va pas changer tous les 2 ans. On ne va peut-être pas changer tous les 10 ans non plus. Donc, il faut qu'on nous apporte les preuves et il faut qu'on soit sûr que le nouvel emballage qu'on choisira sera le plus performant et le plus pertinent d'un point de vue environnemental et écologique pour ne pas avoir à changer, encore une fois, dans 10 ans si les ACV sont différentes. Donc, il faut donner de la visibilité. C'est ce qu'on demande aussi pour pouvoir investir en toute sérénité sur les nouveaux emballages s'ils s'avèrent plus positifs. Merci Arnaud. C'est plutôt sur la technique en l'occurrence. Combien de cycles de recyclage sont possibles sans que les propriétés soient altérées en fait en machinabilité, processabilité pour le PET? Alors, je serais tenté de vous dire que c'est infini. L'infini n'existe pas, mais actuellement, on n'a pas su démontrer l'inverse. Ce qui est sûr, c'est qu'avec les technologies actuelles de recyclage mécanique, on sait faire de multiples usages. On n'a pas trouvé de limite. Donc, pour l'instant, il n'y a pas d'objection à continuer à faire du recyclage mécanique sur le PET. Ce qui avait été précisé notamment, c'est que le PET, quand on va le recycler, on le recycle à 200, enfin on l'extrude exactement à 280 degrés. Quand on va sur d'autres matériaux, on est sur des chaleurs à 800 degrés, 1500 degrés pendant un temps beaucoup plus long. Donc là aussi, il faut bien réfléchir. Et c'était aussi le débat qu'on a eu sur le recyclage chimique, c'était de savoir en termes d'ACV, en termes de bilan environnemental général sur le processus, lequel sera le plus pertinent.
Aujourd'hui, recycler du PET en mécanique, c'est ultra performant, on sait faire, la filière française et européenne est présente. On a besoin de collecter plus pour répondre à la demande et réincorporer plus. Pourquoi passer du PET en recyclage chimique? Ça n'a pas de sens aujourd'hui. Donc, c'est vraiment rester complémentaire dans les usages et dans les débouchés. Merci. Bon, je vais enchaîner. Alors, je vous propose de passer à notre prochaine intervenante est déjà en place. Bonjour. Donc, je vais pouvoir vous passer la parole. Je vais faire attention avec le micro de façon à ne pas générer d'interférence. Très bien. Donc, bonjour Anne Prevot, Fruits Rouges & Co à Laon. Désolée d'être à distance, mais je ne pouvais pas me déplacer. Donc là, je veux bien vous laisser défiler les slides, à moins que je le fasse. Oui, c'est bon. Donc, je vais vous présenter rapidement l'entreprise. Donc, nous, on est utilisateur d'emballage et metteur en marché. Donc, on arrive dans une autre catégorie par rapport aux questions qui ont pu être posées. Donc, on a à peu près, on va dire, 32 ans d'existence avec différentes, on va dire, activités au niveau de l'entreprise qu'on va voir après, où je vais vous présenter les différents emballages et les problématiques qu'on peut rencontrer. Par contre, en introduction, je dirais qu'on a un engagement très fort en RSE. Et de ce fait, on travaille sur beaucoup de thématiques, dont les emballages, par rapport à l'éco-conception des emballages, par rapport aux affichages environnementaux qui sont en train d'arriver à grands pas, et énormément d'autres thématiques liées à la RSE. Donc, nos deux gros secteurs d'activité, donc le fruit frais et le fruit transformé, qui représentent au niveau du chiffre d'affaires 50% pour les deux. Par contre, au niveau du frais, en fait, on a un volume environ de 30% et 70% en surgelé transformé. Le fruit frais, comme vous le savez tous, est un produit beaucoup plus cher et qui présente aussi d'autres contraintes. Au niveau du tonnage, on est à peu près à 30 000 tonnes à l'année, donc répartis sur les deux activités, environ un tiers et deux tiers. Donc l'activité frais, donc j'espère que vous voyez bien. Donc je vous ai présenté un petit peu tous les conditionnements qu'on pouvait réaliser pour vous montrer un petit peu la complexité en fait des emballages pour nous et de trouver justement des fournisseurs qui sachent répondre à nos demandes. Donc vous allez me dire, il y a encore énormément de plastique malgré la loi AGEC. Oui, parce que par rapport à la fragilité de nos fruits, au visuel, en fait, on est encore dans l'exemption. Pour autant, on a des clients qui nous demandent de substituer donc le RPET, puisqu'on est, quand on est en PET, on est en RPET à 80 à 100% de matière recyclée. Donc, le recyclé recyclable, moi, je trouve que c'est un bon produit parce que, comme l'a dit monsieur avant, au niveau cycle de recyclabilité, même si là, on est sur de la barquette et pas sur des bouteilles, je ne vais pas dire que c'est à l'infini, mais quand même, ça permet de protéger le produit, ça permet une visibilité aux consommateurs. Mettez-vous devant votre caddie, regardez, vous allez prendre la barquette, la retourner, regarder si les fruits sont corrects. Donc après, on développe aussi des petits nus, ce qu'on appelle du nu en carton. Par contre, ça, c'est plus, on va dire, pour un marché plus de niche qui ne s'adresse pas aux consommateurs des GMS, puisque le fruit frais est destiné essentiellement aux grandes surfaces, parce que sinon, il manquerait des fruits dans les barquettes. Donc, quand on regarde nos emballages, donc principalement composés de RPET, et quand vous voyez à droite la barquette de fraises, là, elle a un flow-pack en PP. Donc, ce flow-pack en PP, aujourd'hui, on ne va pas pouvoir dire que notre emballage est 100% recyclable, puisque justement, comme on l'a dit, PP souple, pas recyclable, et de ce que j'ai pu entendre précédemment, ça ne le sera pas tout de suite si ça l'est un jour. Après, on a aussi travaillé sur les étiquettes, où avant, on pensait que les étiquettes en papier étaient mieux que les étiquettes en plastique, et finalement, comme au niveau du recyclage des barquettes, on passe par flottaison,
on est revenu sur des étiquettes en PP. Par contre, aujourd'hui, il faut trouver la colle qui va bien pour justement pouvoir se décoller en fait de la barquette et être écarté du PET et ne pas gêner la filière de recyclage. Donc voilà un petit peu pour ce que je peux vous dire sur les emballages des produits frais. On a aussi du carton. Donc, le carton, nous, aujourd'hui, on ne peut pas être en carton recyclé, puisqu'il y a un souci au niveau des encres minérales qui, justement, ont été interdites à partir du 1er janvier de cette année. Le plastique, lui, est très encadré, j'ai envie de dire, réglementairement et au niveau sanitaire pour le recyclage. Le carton, pas. Et comme il peut y avoir jusqu'à, je crois, 30 cycles de recyclage au niveau du carton, il faut absolument en fait qu'on travaille avec de la fibre vierge. Par contre, pour tout ce qui est sur emballage que vous pouvez voir dans la slide sur le haut au niveau des panachés, là, on travaille avec du carton recyclé. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on peut, on va utiliser du carton recyclé, mais si on est en emballage primaire, on va dire, on va travailler avec une fibre vierge. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure en plus, on va le voir donc dans la slide d'après pour le surgelé transformé. Quand on a voulu en fait travailler sur donc un petit produit qui est en coulis, remis dans une cartonnette, en fait, on s'est rendu compte avec notre fabricant d'emballage que de vouloir acheter du carton recyclé, c'était beaucoup plus cher que de la fibre vierge. Donc, on est passé par rapport à ça justement sur donc une origine PEFC et on a réussi en fait à alléger cet emballage en carton. Mais économiquement, j'ai envie de dire, quand on fait du développement durable, il faut toujours qu'il y ait une balance qui soit juste. Économiquement, c'était déjà à l'époque, et c'était il y a déjà quelques années, donc ce sera encore plus vrai aujourd'hui, ce n'était pas viable. Donc, au niveau des produits, donc, on fait aussi toute une gamme de fruits surgelés que vous allez retrouver dans les linéaires, ou alors on va les avoir en carton aussi quand c'est plus destiné à des industriels. Donc là, sur le sachet, on est en PEBD. Donc aujourd'hui, c'est un emballage qui se recycle déjà sans souci, en tout cas dans les filières, on va dire, industrielles. Le carton que vous voyez là, il est également en carton recyclé, puisqu'à l'intérieur, on a mis une sage plastique pour qu'il n'y ait pas de contact avec le produit. La barquette en 1 kg et le seau, c'est du PP, donc ça, idem, tout à fait recyclable aujourd'hui. Seule la poche aseptique, qui est un complexe plastique aluminisé, ne l'est pas, mais on est en train de travailler et d'essayer de voir sur quoi on pourrait partir pour avoir un emballage, on va dire, recyclable, parce que là, à aujourd'hui, en plus, avec éventuellement le malus qui s'ajoute, il faut voir un petit peu comment on évolue. Mais au niveau de ce type d'emballage, en fait, ce qui est, et j'ai bien compris que ça n'allait pas évoluer, c'est qu'en fait, on aurait voulu pouvoir utiliser des emballages avec de la matière recyclée et qui soit recyclable derrière. Et là, de ce que j'ai pu comprendre, c'est pas demain que ça se mettra en place. Donc, on va devoir continuer d'avancer de cette façon-là. Et après, c'est de changer d'emballage ou autre, mais dans ce cas-là, ça oblige à changer de machine. Après, de dire, je vais travailler sur un plastique biosourcé, oui, mais il n'a pas sa filière de recyclage derrière. Donc, en fait, nous, c'est ça, c'est vraiment déjà d'essayer d'alléger le produit, l'emballage au niveau de son poids, d'optimiser. Ensuite, c'est de travailler sur son recyclage pour vraiment essayer de rentrer dans le décret 3R et puis de voir un petit peu comment on avance à ce niveau-là. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'étais vraiment en attente de savoir quelles étaient les filières qui allaient se mettre en place. Donc, c'est vrai qu'avec les consignes de tri et les extensions qui sont en place, c'est bien, mais on voit bien que c'est compliqué derrière pour mettre en place justement le centre de tri qui corresponde bien aux volumes qui sont maintenant, on va dire, en place. Et ça passe aussi par les consignes de tri où en fait, on demande maintenant avec l'harmonisation de séparer les emballages. Et comme vous l'avez expliqué tout à l'heure, on se rend compte que, par exemple, pour le jambon, qui ne nous concerne pas, mais le consommateur ne va pas prendre le soin de détacher l'opercule de son paquet de jambon et du coup, derrière, ça va coincer au niveau du recyclage. Donc, mais notre idée, c'est d'essayer de concevoir des emballages, mais malheureusement, avec ce qui existe sur le marché,
pour justement réussir à avoir un emballage le plus éco-conçu et qui puisse à aujourd'hui se recycler derrière, parce qu'hormis le RPET en fruits frais, on n'a pas vraiment de possibilité d'acheter de la matière qui contienne de la matière recyclée. Donc voilà, et là c'est la même chose que ce que vous avez vu avec une autre gamme donc, qui concerne les coulis de fruits. Où sur le bidon, justement, on a travaillé avec un emballage qui puisse être recyclé. Donc nous, ça fait longtemps qu'on est dans les filières de recyclage parce qu'on a énormément de filières on trie énormément sur site et on trie tous les plastiques différents pour justement essayer de trouver les filières qui vont le mieux et de réduire l'enfouissement parce que comme ça a été dit aussi, avec les TGAP qui évoluent de façon conséquente, c'est vrai que ça pousse aussi à se poser les bonnes questions. Donc voilà un petit peu une présentation de l'entreprise, des problématiques d'un industriel qui doit s'adapter à ce qu'il va trouver sur le marché. Et c'est vrai que c'est pas forcément simple aujourd'hui. Et que demain, si la loi AGEC qui nous a donné jusqu'à mi-2026 pour se mettre en conformité avec la suppression des emballages à usage unique nous impose de supprimer le plastique, aujourd'hui, on ne voit pas comment on peut faire. Je vais prendre pour exemple la barquette de tomates cerises qui est remise parfois dans le carton. Le carton est beaucoup plus cher que le plastique et en général, les tomates cerises arrivent sur le tapis de caisse et se sont sauvées de l'emballage. Donc imaginez des framboises, imaginez des fraises, c'est un produit vivant. Donc c'est vraiment très très compliqué de réussir à trouver un emballage qui corresponde aux attentes clients et également à la réglementation. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que nous avons des questions dans la salle? Bonjour, Frédéric Salomon d'Orema. Oui, bonjour. Si je puis me permettre, on est en train de monter une usine à Waterloo qui fait des emballages en cellulose moulée et ça fonctionne très bien pour les fruits rouges. Voilà. Oui, on avait testé. Le problème, c'est qu'au niveau de la grande distribution, ils ne sont pas très ouverts sur justement la cellulose moulée. Donc après, vous avez mes coordonnées, vous les aurez dans la présentation. On peut reprendre contact. Moi, je ne gère que la partie réglementaire et veille. Après, on a des gens qui achètent les emballages. Mais c'est le souci aujourd'hui, c'est que le distributeur derrière, parce qu'on perd quand même de la visibilité avec de la cellulose moulée. Après, à voir ce dont vous parlez au niveau de l'emballage en lui-même, mais on peut en échanger. D'où effectivement l'intérêt de rassembler tous les acteurs de la chaîne de valeur pour Oui. trouver les solutions adéquates. Est-ce qu'il y a d'autres solutions? D'autres questions, pardon. Oui, c'était juste une petite précision sur les souples. Alors, je ne sais pas Oui. comment sont composées vos poches, mais ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on va annoncer d'ici la fin de l'année qu'il y a des recycleurs sur le PP souple. On a déjà le PE, on va pouvoir avoir le PP. Si c'est du recyclage chimique, ça veut dire une ouverture vers du retour à l'emballage sur le RPP. Donc, c'est des choses qui vont se débloquer. Après, il y a des questions réglementaires à débloquer, comme en recyclage chimique. Est-ce que le recyclé est bien considéré comme du recyclé? Oui, parce que qui ne sont pas encore tranchés à Bruxelles. Mais les usines vont se monter d'ici 2025, parce qu'on voit bien qu'on ne peut pas rester qu'avec le film PE. Non, on est d'accord. Le PET, par contre, les structures avec du PET, ça va nous poser problème. La question du nylon, on l'a abordé, ça dépend des produits. Et la métallisation, on est en train de le tester sur du PE ou du PP. Donc, il y a des portes qui s'ouvrent. On ne pourra pas tout sauver, mais en tout cas, sur les soupes, il y a des solutions qui arrivent. D'accord, parce que j'avais pensé comprendre que le coût et la consommation énergétique rendaient pas forcément très viable le recyclage vers une utilisation à contact alimentaire d'un point de vue recyclage chimique. J'ai peut-être mal compris. Ça va être cher, mais je crois qu'on n'a pas le choix. Donc là, c'est une vraie décision d'y aller de la part de CTO. Donc là, c'est les annonces qu'on fait en fin d'année. Alors, on a eu des candidatures en mécanique, en chimique sur les souples. Donc, c'est tout ce qu'on est en train d'analyser et on va rendre le verdict d'ici la fin de l'année là. Mais on se dirige vers un recyclage des souples PP en tout cas. Je pense qu'il y a un vrai marché en plus parce que du volume.
D'autres questions ou remarques? Frédéric? Là, c'est peut-être aussi une question en termes de volume. Une question de Madame Muller qui pose à savoir si les utilisateurs d'emballage travaillent en étroite collaboration avec les fournisseurs d'emballage, que ce soit de films ou d'adhésifs, pour développer de nouvelles solutions. Je pense aussi une histoire de volume à traiter. Plutôt une remarque même. Je ne suis pas la bonne personne pour vous répondre. Selon, on a vu des emballages qui étaient d'une petite société locale qui font des légumes comme Bonduel. Je pense que c'est forcément pas les mêmes volumes d'achat ni les mêmes volumes à traiter non plus de la même façon. D'autres questions? En tout cas, merci beaucoup pour cette intervention très pertinente qui pose bien justement la complexité par rapport aux entreprises d'agro, d'avoir une multitude d'emballages différents pour des usages qui sont très complexes, surtout quand les produits en plus sont aussi avec des contraintes de conservation et de mécanique qui sont importantes pour la qualité du produit fini. Voilà. Donc, dans ce cas, s'il n'y a pas d'autres questions, je merci encore et puis je vous propose de continuer sur la suite des interventions. Nickel. Merci. Est-ce que vous nous entendez bien, monsieur et madame Recyclage? Oui. Oui. Bonjour à tous. Est-ce qu'on nous entend? Oui, on vous entend. Ok, bon, bonjour à tous. Donc, moi, c'est Lise Nicolas de Monsieur et Madame Recyclage. Donc, Madame Recyclage, et avec moi, j'ai Enzo Mutini, Monsieur Recyclage. Donc, on est tous les deux ingénieurs. Ça fait quelques années qu'on travaille dans le monde du recyclage et on a avant tout donc créé une chaîne de vulgarisation sur les réseaux sociaux sur le recyclage. Donc, je vous invite à vous abonner et à regarder donc tout le travail qu'on met publiquement en fait sur les réseaux, que ça soit des infographies, des rapports, des articles, des vidéos sur divers sujets sur la fin de vie de nos déchets. Et en parallèle, donc suite à la création de cette chaîne de vulgarisation, on a eu énormément de demandes d'accompagnement. Donc, on a créé notre bureau d'études, qui va nous permettre d'accompagner aussi bien du côté du recherche et développement, de la stratégie ou de la formation, ou par des publications, donc la réalisation d'expositions, les entreprises, les collectivités, les universités, vraiment tous les cœurs de métier et tous les acteurs du monde du recyclage et du monde de la gestion des déchets. Pour la petite histoire, en fait, il y a déjà quelques années, on a vraiment plongé dans le déchet en fait, en créant de A à Z une ligne de recyclage pour une entreprise qui était en Asie. Et on s'est retrouvé à recycler avec nos petits moyens plusieurs tonnes de déchets issus de la collecte auprès des ménages, triés manuellement pour le coup. Et donc on s'est dit, wow, c'est trop bien, on peut faire des tas de trucs formidables avec le recyclage des plastiques. Comment ça se fait qu'il y a encore un tas de problèmes et d'incompréhension sur ce qu'on doit mettre sur le marché, comment on le recycle, etc. Et donc c'est vraiment comme ça qu'on s'est spécialisé d'abord sur le plastique et puis maintenant sur d'autres matériaux. Et qu'on s'est dit, le but, c'est vraiment le transfert de la connaissance en fait vers les gens qui mettent des produits sur le marché. Tout en gardant vraiment une indépendance complète, parce qu'il y a, comme vous l'avez remarqué, il y a vraiment plein d'acteurs dans la gestion de la fin de vie de nos déchets. Et il y a plein d'intérêts qui sont complètement divergents. Donc vraiment, notre objectif, c'est d'avoir un point de vue uniquement technique, mais un œil global sur toute la situation, sur qu'est-ce qui s'y passe et qui fait quoi dans le monde du déchet. On a pas mal parlé emballage aujourd'hui, donc il faut savoir qu'on a une trentaine d'infographies sur vraiment la composition, ce qui est recyclé, ce qui n'est pas recyclé sur notre site internet. On va en sortir beaucoup, on va en sortir pas mal sur tout ce qui est comment est-ce qu'on peut intégrer de la matière recyclée, est-ce que c'est recyclé par mass balance, est-ce que c'est recyclé en intégration de matière physique,
Est-ce que c'est biosourcé? Donc surtout, vraiment aller jeter un œil si vous êtes à la recherche d'inspiration sur comment est-ce que vous pouvez rendre vos emballages un peu plus vertueux au regard de l'environnement. On va vraiment proposer un max de solutions après avoir pas mal balayé tout ce qui était déjà mis sur le marché, ce qui était vraiment recyclé ou pas. Et tout ce qui va être fausses bonnes alternatives en réalité, sur les nouveaux emballages. Donc aujourd'hui, en fait, si vous voulez, en termes de perception auprès du consommateur, passer pour une entreprise vertueuse et puis avoir un peu la paix sur le plan des relations publiques, c'est assez simple. Il y a vraiment 3 axes. Il faut absolument montrer que vous protégez les océans, donc par exemple en finançant des beach clean-up ou des entreprises qui vont aller chercher les déchets dans les océans. Il faut absolument favoriser et parler de recyclage infini. Donc ça, c'est vraiment la base pour dire on va pouvoir recycler et recycler et recycler la matière. Et évidemment, si le consommateur trie pas et qu'on ne collecte pas les déchets, on ne peut pas recycler. Ça, c'est un peu la base. Donc, il faut vraiment responsabiliser le consommateur sur la façon dont il trie à la maison. Ces petites astuces-là, c'est les astuces que vous pouvez retrouver qui sont données par des cabinets de conseil pour les cadres de la pétrochimie. L'idée, c'est qu'en fait, on va vous présenter une partie de notre formation qu'on appelle les limites du recyclage pour voir à quel point est-ce que dans ces choses-là, il y a des choses qui sont un peu biaisées. Et en fait, si vous suivez vraiment ces stratégies qui sont un peu simples, vous allez vraiment participer à faire du greenwashing et vous allez vous allez tromper vos consommateurs et vos clients, quoi. La première chose, et je pense que ça a été pas mal répété aujourd'hui, c'est que vraiment recycler et recyclable, c'est 2 choses bien différentes. Par recycler, on veut vraiment entendre, si vous voulez, il y a un écosystème d'acteurs à l'échelle industrielle sur un territoire donné qui est rentable. Et donc rentable, ça peut passer par des filières élargies de responsabilité des producteurs, comme avec Citeo Leco. Mais il faut absolument que ce soit rentable, quoi. C'est vraiment un truc qui est clé. Donc là, en fait, à chaque fois que vous vous posez la question, est-ce que c'est recyclable? La vraie question, c'est est-ce que c'est recyclé et non pas recyclable. Et quand c'est recyclé, c'est vraiment, en fait, si vous ne savez pas qui recycle votre déchet, et j'entends bien, on ne parle pas que de l'étape de tri, c'est-à-dire qui va régénérer la matière, sur quel secteur elle va, en fait, qui se retrouve à racheter des balles de mon déchet. Si vous ne savez pas ça, il faut absolument aller creuser ces questions-là. Là, c'est pareil, c'était pas mal répété aujourd'hui, on revient un peu dessus parce que c'est quand même la base, c'est-à-dire que, en fait, quand on va dire un déchet est bien recyclé, c'est qu'il est bien collecté, il est bien trié, il a été correctement préparé pour le recyclage et il va être régénéré. Que ce soit pour les plastiques, les aluminiums, le verre, le carton, peu importe. Donc, dans le cas des déchets ménagers, évidemment, tout ce qui est tri et collecte, ça peut être plus ou moins inversé, plus ou moins simplifié. On a eu par exemple les questions sur les étiquettes, la composition des étiquettes et des cols et des adhésifs. Typiquement, dans l'étape numéro 3 qui est préparation, nous, ce qu'on va appeler préparation, c'est quand on va venir broyer et laver en fait, du déchet plastique, par exemple, ça va être quoi les contaminants? Et donc, l'idée, c'est que c'est pareil, en fait, si vous mettez un emballage sur le marché, c'est vraiment intéressant d'aller rechercher quels sont les gens qui font du broyage et du lavage de déchets ménagers. Et c'est quoi leur problème avec tout ce qui va être résidus d'encre, d'étiquettes, etc. Et est-ce qu'ils chauffent, est-ce qu'ils ne chauffent pas, est-ce qu'ils utilisent des lessives? Et indépendamment, si vous voulez, des différents référentiels ou notations qu'on peut appliquer à un emballage, quoi. Il y a vraiment une culture du déchet qu'il faut aller chercher aujourd'hui quand vous mettez des produits sur le marché. Ça, c'est un petit récap, c'est-à-dire que pour les consommateurs, si vous voulez, c'est quand même un peu le bazar. Et jusqu'à maintenant, le monde de l'emballage, c'est quand même assez le Far West. Alors, c'est quand même pas mal en train d'être très standardisé, beaucoup plus simple aujourd'hui, mais on retrouve encore sur un tas d'emballages des logos qui ne garantissent absolument pas le recyclage. Donc, ça, il ne faut jamais l'oublier. Nous, on a plein de gens et de clients qui viennent nous voir et disent, bon, alors, je vais mettre ça sur le marché, je mets les 3 flèches et je mets quel numéro? C'est pas comme ça que ça marche en fait. Donc là, rapprochez-vous vraiment de Citeo pour avoir les pictos à jour. Faut savoir que les autres, en fait, ils garantiront jamais le recyclage. Et encore une fois, c'est pas parce que ça va être correctement jeté par le consommateur que ce sera recyclé derrière. Je pense que la présentation de Voliet est assez claire dessus. On voudrait préciser quelque chose un peu sur le cadre juridique, c'est-à-dire que vous avez évidemment une loi européenne qui dit que si vous n'avez pas un écosystème à l'échelle industrielle d'acteurs qui recyclent, vous ne pouvez pas prétendre à dire que votre emballage est recyclable. En France, vous avez une petite spécificité qui dit que si vous avez des filières test, vous avez le droit d'apposer l'allégation commerciale et de dire que votre emballage est recyclage. Donc, à ce petit jeu-là, on peut monter des filières test pour à peu près tout et n'importe quoi. Et ce qui est délicat après, c'est à quoi ça engage et est-ce qu'on pérennise l'activité économique derrière. Et donc là, chacun pourra se faire son opinion, mais il y a un certain nombre de matières sur lesquelles il va falloir être assez méfiant
en disant on nous prétend que c'est recyclable ou que ça va être recyclé en 2030, en 2025. C'est pas sûr. C'est pas sûr. Donc, il y a une grosse responsabilité dans le choix des matières de bien se recentrer sur des choses qui sont déjà bien recyclées et de ne pas attendre qu'un jour on monte des filières pour pouvoir dire ce sera recyclable, ce sera recyclé plus tard, quoi, en fait. Ça, c'est un peu bête, quoi. Voilà. Donc, on entend qu'il y a quand même pas mal d'enjeux d'investissement, de bloquer des capitaux, de coûts d'opération qui ne sont pas les mêmes d'un emballage à l'autre, d'une matière à l'autre, qui sont assez délicats à gérer. Mais en tant que metteur sur le marché, il y a une grosse responsabilité de se méfier de promesses un peu trop belles, en sachant que s'il n'y a personne qui va investir sur une technologie, il n'y a personne qui va investir sur une technologie, on ne peut rien y faire, quoi. Pour tout ce qui est un peu les notions de recyclage infini, on voudrait revenir dessus, c'est super important, parce que c'est pareil, le consommateur va forcément être biaisé parce qu'on a besoin de lui délivrer des messages qui sont simples. Et vous êtes, avant même d'être des metteurs sur le marché, vous êtes aussi des consommateurs, et donc c'est important de garder à l'esprit ces choses-là. C'est que quand vous faites du recyclage, peu importe quel type de matière, quel type de recyclage, mécanique, thermique, chimique, on s'en moque, vous avez des pertes. Il ne faut jamais l'oublier. Donc, on va prendre 2 exemples. D'abord, pour le recyclage du verre, vous avez des pertes au feu, vous ne pouvez rien y faire, qui sont à peu près de 0,25%. C'est vraiment pas grand-chose. Hein. En termes de pertes, on est vraiment sur quelque chose qui est vraiment minime. Mais ça veut dire que si je rajoute jamais d'intrants vierges dans ma production, et disons, je prends 25 bouteilles, je les recycle 100 fois, à la fin, j'en ai que 22, parce que j'ai eu des pertes. Donc, on peut vraiment pas parler d'infini, en sachant qu'infini, on pense tout de suite à des millions, des milliards. Vous voyez bien que si je recycle 1 milliard de fois la même bouteille, à la fin, en fait, j'ai plus rien. J'ai plus assez de matière pour faire de la bouteille, quoi. Donc, il faut vraiment que dans vos esprits, vous gardez à la tête qu'à chaque fois que quelqu'un essaye de vous vendre la matière que je vais vous vendre ou la ligne de procédé pour tel emballage que je vais vous vendre, ça vous permet de faire du recyclage infini derrière, c'est du pipeau. Après, évidemment, il y a des pertes qui sont faibles, qui sont intéressantes, etc. Hein. Quand on est sur de l'aluminium, c'est pareil, en fait, vous avez des oxydations, c'est-à-dire que par rapport à l'acier ou à du fer, ça n'a pas rué de la même manière parce qu'en fait, il y a une fine couche d'oxyde qui est imperméable à l'oxygène et qu'on appelle qui est une protection passive. Mais si vous prenez un gros lingot qui est vraiment dense, si vous voulez, le ratio de surface qui s'est oxydé par rapport à la totalité du poids du produit, il est très très faible. Si vous prenez des produits qui sont très fins, donc des emballages un peu mix, des pots d'aluminium sur du plastique, des canettes, des films aluminium, ça peut monter jusqu'à 50% de l'aluminium qui s'est oxydé, qui est de l'alumine, qui est plus de l'aluminium. Cette partie-là, elle ne fond pas quand vous recyclez l'aluminium. C'est un déchet. Donc, il peut être, entre guillemets, recyclé en ce sens qu'on va l'incorporer pour faire du bitume, par exemple, ou des choses comme ça. Ce n'est pas vraiment du recyclage, c'est-à-dire qu'on ne conserve pas les propriétés qui sont intéressantes de l'aluminium pour refaire de l'emballage, par exemple. Donc, gardez bien à l'esprit, dans les métaux, il n'y a pas de recyclage infini non plus. Il y a un tas d'autres détails de dilution, des petits composés, etc. On va revenir un peu dessus. Tu voulais dire quelque chose, Lise ? Je voulais revenir du coup sur l'exemple de la bouteille d'eau qui avait été pris tout à l'heure, où en fait, bien qu'on sache refaire de la bouteille en bouteille, on ne va pas refaire une bouteille à partir d'une bouteille. Et ça, c'est vraiment une perception du consommateur qui est erronée et je pense, qui est poussée aussi pour rester en fait sur cet amalgame-là, dans le sens où je consomme ma canette, je la jette, c'est pas grave, elle va refaire une autre canette. Non, dans le recyclage, ça ne se passe pas du tout. Presque pas du tout comme ça. Et en plus de ça, il faut vraiment sortir de cette idée-là où on a envie absolument de réintégrer la matière qui est utilisée dans la même filière, c'est-à-dire refaire de l'emballage avec de l'emballage. On l'a vu, il y a des limitations. Donc le PET a eu les législations, mais pas le PP et pas les autres matières encore. Mais même au-delà de ça, il est important de regarder où est-ce que la matière elle a de la valeur. Si ma matière elle a de la valeur ailleurs et qu'elle peut financer mon recyclage et que du coup ça va augmenter mes tonnages de recyclage, mieux vaut se tourner vers cet ailleurs plutôt que de se dire non, moi je veux refaire de l'emballage avec de l'emballage. Donc on reprend un peu sur les notions de complexité des emballages, c'est-à-dire que sur une canette en aluminium, en fait, on va vous dire c'est de l'aluminium, mais l'aluminium, c'est quoi? C'est un alliage. Donc, vous allez avoir trois alliages différents. Le corps de la canette, ce n'est pas le même alliage que le couvercle et ce n'est pas le même alliage que la petite clé qui sert à ouvrir la canette. La différence dans ces alliages, en fait, c'est les autres métaux qui ne sont pas d'aluminium, donc essentiellement, par exemple, du manganèse ou du magnésium. Dans les alliages d'aluminium, vous pouvez aussi avoir du zinc. Il y a vraiment des variétés qui sont infinies. Quand vous allez, en fait, faire fondre ces trois alliages différents ensemble, vous allez avoir des proportions qui sont différentes. C'est-à-dire que finalement, à la fin, quand j'ai fondu ma canette, le pourcentage de magnésium que je vais récupérer ne me permet pas
de refaire la petite clé ou ne me permet pas de refaire le corps de la canette. Donc, il y a un tas de procédés qui permettent d'ajuster, d'affiner. En fait, c'est ce qu'on appelle l'affinage. Pour aller chercher des débouchés bien particuliers, il faut savoir que 90% des débouchés dans l'affinage de l'aluminium, ça va être de la fonte, et en particulier pour les blocs moteurs de voitures. Donc, quand on va vous donner des publicités où on va vous dire telle capsule de café est recyclée en un cadre de vélo, c'est limite en fait. Et là, on est presque en train de faire de l'éco-blanchiment et de biaiser la perception du consommateur parce que le vélo, c'est écologique, c'est cool, le recyclage, c'est écologique, c'est cool, on associe les deux images. Sauf que la réalité, les contraintes techniques derrière, elles sont assez différentes. Aujourd'hui, en France, nous, on n'est pas au courant d'un transformateur d'aluminium qui a la capacité de séparer les 3 alliages différents, par exemple, pour refaire chaque pièce de la canette distinctement. Il y a un gros problème aussi, c'est que vous allez avoir de plus en plus de consommateurs qui vont, indépendamment du cadre réglementaire, avoir envie que vous sortiez du plastique quand vous allez vendre vos produits. Et ce qui est un peu compliqué, c'est qu'en fait, il y a du plastique qui est partout. C'est-à-dire que vous avez une bouteille de jus de fruits, vous avez un petit jouet en plastique sous le couvercle en métal. Vous avez une canette en aluminium, vous avez un liner plastique à l'intérieur, vous avez des pigments, vous avez des l'encre, vous avez des cols. Ça, c'est souvent des formulations à base de polymères. Et donc, ces fractions-là, elles sont tout le temps sacrifiées au recyclage. Et donc, ça, c'est important déjà en termes de recyclage infini. Encore une fois, vous avez toujours des matériaux qui sont sacrifiés. Et la deuxième chose, c'est de faire attention à ne pas trop vouloir partir sur des options où, en termes de perception consommateur, on dit « Ah, regardez, c'est du verre, c'est du carton, c'est beaucoup mieux. » Puis en fait, vous avez quand même du plastique dedans. Donc, un autre exemple qui est un peu classique, c'est la brique, type brique de lait ou brique de jus. Vous avez du polyéthylène à l'intérieur du carton. Il y a énormément de gens, quand ils sont persuadés que c'est 100% du carton. Et ils oublient même qu'il y a un bouchon, en fait, qui est en plastique. Et donc là, il y a des choix de dire, quand je fais des choix, il y a l'équipe marketing qui va forcément aller chercher ce que le consommateur veut, c'est-à-dire sortir du plastique. Et puis, il y a des choix environnementaux. C'est quoi qui est le plus pertinent par rapport à mon emballage? Est-ce que c'est la canette? Est-ce que c'est la bouteille? Est-ce que c'est la brique, etc. Il faut bien vérifier ça. Parce que si on se laisse trop embarquer dans un storytelling et un discours marketing, on fait des choix où derrière, à la fin, en fait, le bilan carbone, il est mauvais, quoi. Une autre chose, c'est que typiquement, sur ces emballages-là, en fait, au recyclage, vous avez du polyéthylène qui est collé à du carton. Même si vous pouvez le séparer et recycler la fibre, vous pouvez avoir jusqu'à 15% de la cellulose qui est perdue parce qu'elle reste collée au polyéthylène. Donc déjà, pour la qualité du polyéthylène, c'est pourri. Pour la qualité de la fibre, vous avez des pertes. Et donc, encore une fois, c'est de dire, il y a des contraintes techniques pendant le recyclage qu'il faut que j'ai à l'esprit quand je fais mes choix, en disant, c'est pas tout blanc, c'est pas tout miracle, c'est pas tout carton, trop bien, il faut faire attention. On va prendre un dernier exemple sur un peu tout ce qui est complexité des emballages, c'est que aujourd'hui, si vous voulez, on fait des choses qui sont assez formidables dans le recyclage pour faire de la bouteille à bouteille. Vous avez encore des marques qui vont, par exemple, sur des bouteilles qui sont en PET, vous allez avoir du nylon dedans. Vous allez avoir des cols parce que le nylon ne colle pas au PET. Et donc, vous allez avoir plus de 10% en masse de votre emballage. Ce n'est pas du PET. Donc, quand vous allez vouloir faire du recyclage de PET à PET, ça, c'est un gros frein. Et donc, encore une fois, vous allez avoir plein de référentiels, plein de notations différentes pour la recyclabilité des produits. Il y a une règle qui est assez simple, c'est de dire dès que vous avez plusieurs plastiques qui s'en mélangent, c'est une mauvaise chose. Donc, si j'ai des étiquettes, est-ce que je peux avoir ces étiquettes-là qui sont dans des matières qui sont proches ou en tout cas qui, au centre de tri, font sens? Est-ce que dans les cols, c'est pareil? C'est-à-dire que si j'ai des résidus si je fais une bouteille de lait en PE, si j'utilise du PE comme colle pour mon adhésif, si j'ai des résidus de PE sur ma bouteille, ça va être moins limitant que si j'ai utilisé du PVDC, par exemple, un composé chloré qui va venir perturber le recyclage de mon polyéthylène. Il y a plein de notions comme ça sur des petits… Donc, c'est toujours des portions qui sont très, très fines. En fait, on a un peu envie de se dire, c'est pas vraiment un problème. C'est bien de creuser un peu sur ces choses-là si vous voulez vraiment avoir un recyclage, une matière première qui soit de qualité. Alors, j'entends que votre problème direct, c'est plutôt pour vous la réintégrer dans vos emballages, mais en fait, il faut aussi penser au suivant, de dire, peu importe dans quel secteur c'est, si on veut faire autre chose que des sacs poubelles qui puent, le polyéthylène qui était dégradé thermiquement, on sent que la matière, elle est pas bien, elle n'est pas belle en entrée. Il faut vraiment réfléchir à ce qu'on met dans la matière au départ, dans les emballages, et essayer de faire des choix qui sont pertinents là-dessus. Et ça veut dire aussi des fois, parfois, en fait, justement, aller penser la matière en faisant des mélanges qui vont justement bien aller ensemble pour aller retourner dans un secteur qui aura besoin de cette matière. Plutôt que d'aller choisir, donc comme le disait Enzo, du PET avec du PVDC, je vais aller mettre du PET avec une matière qui lui ira bien pour faciliter le recyclage.
Il y a une chose qu'on oublie souvent, c'est qu'on essaye absolument de simplifier le message du recyclage pour simplifier le geste de tri, encourager les gens, etc. Mais il ne faut jamais oublier que en fait, gérer du déchet, organiser la fin de vie, être rentable économiquement sur des déchets qui sont diffus, c'est vraiment aussi complexe que toute la mise en place d'un produit sur le marché, que tous les choix qu'on a à faire, etc. Donc ça, il ne faut jamais l'oublier. Et qu'il y a vraiment beaucoup de contraintes techniques qui vont bien au-delà des allégations commerciales qu'on essaie de garder très simples et qui, parce qu'elles sont trop simples, du coup, sont quand même souvent un peu mensongères. Donc nous, on est conscient hein, qu'en tant qu'entreprise, c'est vraiment pas évident. Il faut faire attention en fait à pas tromper le consommateur parce que derrière, ça peut être aussi des retours de bâton, en ce sens qu'on va avoir de la mauvaise publicité parce qu'on a voulu être trop simple pour raconter un discours qui est un peu trop beau, qui s'est un peu trop affranchi de toutes les contraintes techniques qu'il y a dans le recyclage, quoi. Si on vous parle de tout ça, c'est parce que il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui, vous allez avoir des choix. Est-ce que je prends du PET? Est-ce que je pars sur du PLA? Comment je remplace le polystyrène? Est-ce que j'attends de vérifier si c'est bien recyclable? Est-ce que je garde le PP souple? Est-ce que je passe sur du PE souple, etc. Si on ramène ça un peu à des enjeux de décarbonation et donc d'émissions de gaz à effet de serre, aujourd'hui, la chimie est le 3e plus gros émetteur de CO2 dans l'industrie. Et donc, si on dit il faut absolument qu'on arrive à diviser par 5 les émissions de CO2, bah, il faut aussi diviser par 5 les émissions de la chimie. Et donc, diviser les émissions de la chimie, ça veut dire réduire la production de plastique. Donc ça, c'est un peu embêtant parce que le plastique est quand même un matériau qui a des avantages en termes de ratio, densité, résistance qui sont exceptionnels. Mais quoi qu'il arrive, on a une étape de vapocraquage à 800-900 degrés qui est très gourmande en énergie pour fabriquer, par exemple, du PE ou du PP. Et ça, il faut absolument éviter d'en produire autant. Et là, il y a des projets hors normes pour doubler la capacité chez toutes les grandes entreprises de la pétrochimie qui sont bien au-delà en termes d'investissement des projets de recyclage. Et donc, on est plutôt sur une courbe qui est ascendante en termes d'émissions de CO2 plutôt qu'en train d'essayer de stabiliser ou de réduire. Ce qui va se passer, c'est que quand vous intégrez de la matière première recyclée dans vos emballages, 60% de l'impact, grosso modo, alors là, c'est assez grossier ce que je dis, il faudrait compléter ça avec des analyses de cycle de vie de terrain. Mais si vous avez quand même plus de la moitié de l'impact qui est lié à la production de la matière. Le plastique, le verre, l'aluminium. Et à chaque fois, c'est des procédés où vous allez devoir chauffer sur des températures qui sont proches des 1000 degrés. C'est gourmand. Hein. C'est pas il y en a un qui est mieux que l'autre ou quoi que ce soit, c'est gourmand. Ce qui fait la différence, c'est la quantité de matière que vous mettez dans l'emballage après. Et donc, en intégrant de la matière première recyclée, vous pouvez facilement diviser par 2 le bilan carbone de vos produits, quand c'est les emballages. Sauf qu'encore une fois, si on veut diviser par 5, il faut absolument hiérarchiser correctement l'énergie et le temps que vous attribuez au sein de vos entreprises, sur tout ce qui va être réduction, réemploi, avant de réfléchir à tout ce qui est substitution et recyclage. Et donc, quand on dit réemploi, ça veut dire que si vous êtes en train de dire comment est-ce que j'augmente la capacité de déchets à collecter pour recycler, est-ce que je change de matière, à quel moment est-ce que vous avez décidé d'investir un tout petit peu d'argent pour faire des essais sur des segments dans vos gammes de produits en disant vers qui je me rapproche, qui propose des solutions clés en main pour faire du réemploi en grande distribution. Dès lors que vous êtes capable de garantir un minimum de retour, un minimum de casse, vous pouvez diviser le bilan carbone par 20. C'est énorme, c'est imbattable. Et donc, tous les produits qu'on va délivrer ne pourront pas être réemployés ou seront sur des cycles qui ne seront pas forcément vertueux. On aura besoin de garder du jetable, on aura besoin de garder des bouteilles en plastique et usage unique. Comment on fait pour que ce soit réduit au minimum et ce dont on ne veut vraiment pas se passer et que tout le reste, on ait fait un maximum d'essais d'ici 2030 pour savoir qu'est-ce qui coûte trop cher, qu'est-ce qui a besoin d'un cadre législatif qui soit un peu plus contraignant pour que ça soit rentable, etc. Voilà. Donc, n'oubliez jamais, si vous êtes vraiment en train de vous arracher les cheveux avec les questions de recyclage, n'oubliez jamais qu'il faut absolument prioriser le réemploi d'abord. Merci beaucoup pour votre attention. Merci, monsieur et madame Recyclage. Alors, est-ce que nous avons des questions dans la salle? Non, pas de questions? Frédéric, est-ce que nous avons des questions? On voit pas sur le... Je vois pas inscrit en tout cas. Ça peut arriver. Ou des réactions. Oui. Ou des réactions aussi, oui. Bon, pas pour l'instant. Voilà, je pense que c'était effectivement très clair. En tout cas, c'est très intéressant d'avoir aussi cette perception. Donc, merci beaucoup pour votre intervention. Bah, merci à vous pour l'accueil, de ne pas avoir pu... Plus. Bon, écoutez, on va continuer. Du coup, on va passer la parole à Camille Bouvet
de l'ADEME qui va nous parler des appels à projets publiés par l'ADEME, justement, dans le cadre de France 2030, qui peuvent aider les entreprises et les accompagner dans leurs investissements, dans leurs travaux de recherche pour aller vers une meilleure recyclabilité de leurs emballages. Camille? Oui, bonjour à tous. Donc je me présente, Camille Bouvet, ingénieure recyclage plastique pour la direction régionale des Hauts-de-France de l'ADEME. Donc l'ADEME, juste en 2 mots, c'est l'Agence de la transition écologique. Donc c'est un établissement public à caractère industriel et commercial. Et donc la direction régionale des Hauts-de-France, plus particulièrement, on accompagne tous les acteurs, donc collectivités, entreprises, citoyens. On propose donc des financements de projets, on évalue, capitalise et valorise les résultats des actions qu'on soutient. On propose aussi des scénarios prospectifs, et on soutient aussi la recherche, le développement, l'innovation des entreprises notamment. Et donc plus particulièrement sur les aides que l'on peut apporter en Hauts-de-France aux entreprises. Donc il y a actuellement des dispositifs qui sont ouverts dans le cadre du plan de relance. Donc le plan de relance, c'est des fonds qui doivent être utilisés avant la fin de l'année 2022. Donc ces dispositifs-là, ils vont être bientôt clôturés et il faut absolument déposer les dossiers le plus rapidement possible pour pouvoir en bénéficier. Donc il y a des dispositifs sur le recyclage du plastique et l'incorporation de matières recyclées. Donc notamment l'appel à projet Hors-Plast Incorporation, qui a comme objectif de soutenir l'intégration de matières plastiques recyclées par les plasturgistes ou transformateurs via le financement d'investissements ou d'études de faisabilité. Donc là, la date de clôture, c'est jeudi, c'est le 15 septembre. Un deuxième dispositif qui est Hors-Plast Régénération cette fois-ci, qui a pour objectif de structurer de nouvelles filières et améliorer les performances de recyclage des déchets via une aide aux investissements de recyclage, avec la priorité qui est mise sur les matières plastiques et textiles. Mais là encore, c'est un dispositif du plan de relance, donc il faut absolument déposer les dossiers au plus vite. Ensuite, on a des dispositifs qui sont dans le cadre de France 2030, donc notamment l'appel à projet recyclage plastique, donc qui vise à soutenir les projets innovants d'investissement permettant le recyclage du plastique par voie chimique ou par voie mécanique, afin d'augmenter la quantité de MPR fabriqués puis incorporés dans des produits et d'augmenter le taux de recyclage des déchets plastiques. Donc là, on a un premier volet, le volet 1 sur le recyclage chimique enzymatique qui est déjà ouvert et qui permet de recycler les déchets difficilement recyclables par voie mécanique. Et donc celui-là, c'est un appel à projet qui a pour le premier volet qui finance uniquement les projets de plus de 2 millions d'euros d'investissement. Et ensuite, donc pour ce premier volet, on a des dates de clôture proches aussi de 30/09/2022, mais on en a aussi qui courent sur toute l'année 2023, et on en aura ensuite. Et il y aura un deuxième volet qui va ouvrir sur le recyclage mécanique, donc il va prendre le relais de Hors-Plast Régénération, mais donc qui sera ouvert plutôt fin d'année 2022, et pour lequel aujourd'hui on n'a pas tous les critères d'éligibilité, on n'a pas encore tous les détails. Il y a un deuxième appel à projet dans le cadre de France 2030, qui est l'appel à projet Solutions innovantes pour l'amélioration de la recyclabilité, le recyclage et la réincorporation des matériaux. Donc c'est un appel à projet qui vise plutôt au soutien et au financement, au financement et à la mise sur le marché des solutions innovantes à impact environnemental positif. Donc les projets doivent permettre de lever des verrous dans plusieurs domaines scientifiques et techniques, économiques et organisationnels sur l'ensemble de la chaîne de valeur du recyclage. Donc ça peut être des projets monoporteurs ou multiporteurs. Et c'est pareil, il y a plusieurs dates de clôture, dont une fin septembre et ensuite tout le long de l'année 2023. Ensuite, on a des dispositifs, donc dans le cadre du plan de relance cette fois-ci, sur la substitution des emballages plastiques à usage unique. Donc ce sont des dispositifs c'est un dispositif qui est ouvert dans le cadre de France Relance, donc qui est ouvert jusqu'à l'automne 2022. Donc si vous souhaitez en bénéficier, il faut vraiment déposer les dossiers le plus rapidement possible. Et donc c'est une aide aux études préalables, expérimentation et ou investissement pour la substitution des emballages contenant en plastique à usage unique par un autre matériau recyclable, ou pour le réemploi des emballages. Il y aura une poursuite des aides en 2023 sur le réemploi des emballages uniquement. Mais c'est pareil, on n'a pas encore tout le détail. Donc l'objectif de ce dispositif, c'est bien le réemploi, la réduction et la substitution des emballages et contenants en plastique à usage unique.
Et enfin, on a un dernier dispositif qui est sur l'éco-conception. Donc c'est aussi un dispositif de France Relance qui est ouvert jusqu'à l'automne 2022 et qui permet une aide au diagnostic éco-conception, une aide à l'investissement et une aide à la formation initiale et à la formation initiation à la démarche pour les PME dans le cadre du dispositif tremplin premier pas en éco-conception. Là encore, il y a des nouveaux dispositifs qui vont être ouverts en 2023, mais on n'a pas encore tous les détails. Et donc l'objectif est de réduire l'impact environnemental d'un produit, service, y compris des emballages. Donc pour toutes ces aides, la chose à retenir, c'est qu'on a une plateforme qui s'appelle Agir pour la transition, où vous pourrez retrouver tous les dispositifs qui sont ouverts à ce jour, et sur lequel il faudra créer un compte bénéficiaire et déposer la demande d'aide. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, Camille Bouvet, pour tout ce qui est projet de recyclage et incorporation de matières premières recyclées, ou ma collègue Céline Morcel ou mon collègue Roméo Malcure pour les projets d'éco-conception, de substitution des emballages et contenants en plastique à usage unique. Voilà. Merci beaucoup, Camille. Est-ce qu'il y a des questions pour l'ADEME par rapport à ces appels à projets? Ou alors par rapport aussi aux précédentes interventions, il y a peut-être des questions qui vous sont venues à l'esprit entre-temps? Bon. Oui. Une question pour l'ADEME. L'accompagnement sur la recyclabilité, un industriel qui doit changer une ligne industrielle pour passer d'un emballage plastique non recyclable à un emballage plastique recyclable, est-ce qu'il peut être accompagné par cet accompagnement? Ça peut être couvert, ou c'est que s'il sort vers du papier carton, du métal ou du verre? Sur l'appel à projet recyclabilité des matériaux, c'est un appel à projet qui est vraiment dirigé vers l'innovation, vers la recherche et développement. Donc, si c'est un projet de recherche et développement, oui, ça peut être accompagné. La diapo à retenir, ça reste en cas de question, le plus simple, c'est de directement vous contacter pour avoir l'état des lieux des appels à projets disponibles et savoir si le sujet est bien éligible. C'est peut-être ça le plus simple. Oui, tout à fait. Ou d'aller voir sur le site Agir pour la transition pour voir tous les dispositifs qui existent et donc le détail de tous les dispositifs. On a encore un petit temps de sondage pour ceux qui sont en visio et en présentiel. Pour le mot de la fin, je pense qu'on va se diriger tranquillement vers la suite. Donc, c'était la petite question sur les éléments forts que vous retenez de ces ateliers. Nous, ça va nous être utile pour redimensionner d'autres types de manifestations, notamment à l'usage de nos cibles prioritaires, soit entreprises plutôt packaging, soit entreprises plus agroalimentaires en ce qui nous concerne. Donc, on vous invite à répondre à ce... vous pouvez le faire, même si vous êtes dans la salle, il y a le lien sur mentimeter.com, vous pouvez utiliser le code, y compris sur vos téléphones portables. Si vous voulez jouer, n'hésitez pas. C'est fait pour ça. Et si je me souviens bien, normalement, les réponses du sondage doivent s'afficher en direct live. Donc, on vous laisse 2 petites minutes, le temps de jouer avec vos téléphones. On va en profiter peut-être pour remercier l'ensemble des intervenants à cette journée qui ont bien voulu donc soit venir sur place, soit nous faire des présentations parce qu'ils ne pouvaient pas forcément se déplacer donc, par l'intermédiaire de la visio. Donc merci à tous. Là, effectivement, on fait ce petit sondage parce que, comme vous l'avez compris, on continue nos ateliers de manière régulière sur des sujets qui vous préoccupent le plus. Donc voilà, on est preneur des thématiques qui peuvent vous intéresser, en particulier sur ces sujets. Et aussi parce que voilà, on aimerait avoir une démarche un peu plus avancée avec ceux qui sont préoccupés, intéressés par ces thématiques, pour voir si il peut y avoir lieu ensuite un accompagnement individuel ou un accompagnement qui sera de manière collaborative sur des sujets, des préoccupations spécifiques. Alors, je ne sais pas si on est là, on peut déjà afficher les réponses ou c'est trop tôt? Bon, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer. Donc là,
ça sera des réponses, on ne verra pas ici les réponses, mais si vous souhaitez être contacté pour approfondir un projet, vous pouvez aussi aller sur le site et préciser si oui ou non vous souhaiteriez participer à un groupe de travail sur la thématique des emballages. Ça peut être un groupe de travail, ça peut rejoindre aussi un projet européen sur lequel on travaille avec le CERTIA et dont on pourrait vous parler un petit peu plus en avant, sachant qu'on est encore bien sur la thématique du recyclage, sur la France et la Belgique, puisque c'est aussi en lien avec Pôle de compétitivité Wagralim. Voilà, donc merci aussi à vous tous d'être venus, d'avoir assisté à ces échanges. Est-ce que, Frédéric, tu as un petit mot aussi? Je m'associe au remerciement de Frédéric auprès de tous les intervenants qui ont pris la peine soit de venir, soit d'être présents en direct live. Par rapport aux personnes en fait qui assistaient aussi, qui ont posé des questions, on a bien noté qu'en fait toutes les questions ne sont pas perdues en fait, celles qui n'ont pas eu de réponse en direct. On les diffusera en fait aux différents intervenants de façon à ce que vous puissiez avoir des réponses. On organisera une mise en relation, donc là il n'y a pas de souci pour la suite. Voilà, donc je merci encore une fois à toute l'équipe d'organisation qui a concocté et préparé et contribué à l'événement. Et donc, merci encore de vos participations. Alors, pour ceux qui sont en visio, je pense qu'on va bientôt arrêter là. Donc, je vous souhaite une bonne suite de journée. Et pour ceux qui sont présents dans la salle, on peut continuer les échanges autour d'un petit verre de quelque chose. Voilà, merci encore une fois à tous et je vous souhaite une bonne après-midi.